Jacques Sapir, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien. Croyez-vous que l'Union européenne puisse être réformée dans le sens d'un abandon des politiques néolibérales ou faut-il la démanteler? Alors, on peut toujours se demander si l'Union européenne ne pourrait pas avoir une autre politique que la politique qu'elle mène aujourd'hui, et il est clair qu'une politique d'investissement, qu'une politique de relatif protectionnisme, en tous les cas au niveau des pays du cœur de l'Europe, cela ferait sens. Mais il faut bien constater que aujourd'hui, il y a une impossibilité quasi totale de réforme, et cette impossibilité de réforme, elle tient à deux choses. Elle tient d'abord à un rapport de force. On sait très bien qu'aujourd'hui, il y a un rapport de force au sein des institutions européennes, c'est-à-dire au sein de la Commission, au sein du Parlement, mais aussi dans un certain nombre de pays, qui est en faveur de ce système néolibéral qui existe actuellement dans l'Union européenne. Et puis il y a une deuxième raison qui explique cette impossibilité de réformer l'Union européenne. Il s'agit d'une analyse des institutions. Et on comprend que si vous devez, pour faire bouger un système, obtenir l'accord des 27 autres pays, alors que, bien entendu, on est en présence d'intérêts différents et divergents entre ces pays, on aboutit, et ça on peut le montrer en termes de théorie des jeux assez simplement, on aboutit à une situation de blocage dans l'état actuel de l'Union. Et en fait on constate que les gens qui ont construit ce rapport de force néolibéral à la fin des années 1990 et au début des années 2000, ils ont aussi conçu, que ce soit par volonté ou de manière non intentionnelle, mais ils ont aussi conçu les mécanismes qui vont bloquer toute évolution possible des institutions de l'Union européenne dans la situation actuelle. Mais alors quelle est la solution de votre point de vue? Je pense que la solution aujourd'hui, c'est de provoquer une crise majeure de l'Union européenne, que cette crise prenne la forme de la sortie d'un certain nombre de pays. Alors on a vu déjà que la sortie potentielle de la Grande-Bretagne, en tous les cas le vote pour le Brexit qui a eu lieu le 23 juin, a été un choc extrêmement important dans l'Union européenne. Si demain on avait d'autres pays qui tenaient des référendums du même type, il est très clair que cela engendrerait une crise majeure au sein de l'Union européenne. Et à ce moment-là, dans cette crise majeure, on peut tout aussi bien avoir quelques pays qui décident de se réunir et qui proposent à ce moment-là une refonte, et qui proposent un nouveau type de politique plus respectueux de la souveraineté des nations, par exemple, mais qui serait peut-être aussi plus interventionniste, ou en tous les cas plus progressif d'un point de vue économique, et qui disent aux autres, ben voilà, soit vous les acceptez, soit vous ne les acceptez pas, mais vous faites ce que vous voulez, mais nous, en tous les cas, c'est ce que nous voulons faire. Ça, c'est une possibilité. Ou alors, tout simplement, on aboutit à une dissolution complète de l'Union européenne, mais à ce moment-là, il est tout à fait évident, comme les économies des pays de l'Union européenne sont malgré tout assez fortement imbriquées, qu'il faudra très vite penser des solutions de manière à reconstituer, à retisser des liens économiques entre ces pays. Le Brexit a été voté, il n'est pas encore effectif, mais il n'a suscité aucune crise. On ne peut pas dire qu'il y ait de crise à la suite du Brexit. En Angleterre. En Angleterre, mais au niveau de l'Union européenne, on ne constate aucune crise et on ne constate pas non plus de volonté parmi les dirigeants européens de tenir compte de cette situation. Alors, sur ce point, je ne serais pas d'accord avec vous. Autant je pense qu'effectivement, il y avait toute une série de prévisions apocalyptiques en cas de Brexit qui n'ont pas du tout été vérifiées. Et on voit qu'aujourd'hui, l'économie britannique, d'une certaine manière, a parfaitement digéré l'incertitude qui était liée à cette idée de Brexit. Autant, par contre, et ça on le voit politiquement, il y a désormais
un espèce de très grand affolement, que ce soit dans une série de gouvernements, du gouvernement allemand, du gouvernement italien, même du gouvernement français, enfin, c'est assez clair, ou que ce soit au niveau des dirigeants des grandes institutions de l'Union européenne, la Commission, M. Jean-Claude Juncker, le Conseil européen, M. Tusk, même au Parlement européen, où il est très clair qu'aujourd'hui on a des débats qui deviennent de plus en plus violents, de plus en plus brutaux, parce que toute une série d'acteurs ont bien le sentiment que le sol est en train de se dérober sous leurs pieds. Alors, bien sûr, il n'y a pas la crise au sens politique du terme, celle qui fera certainement un jour ou l'autre les grands titres des journaux, mais on est d'ores et déjà dans une situation de crise assez nette. On le voit par exemple avec le fait que les pays de l'ancienne Europe de l'Est, ce qu'on appelle les pays du groupe de Visegrad, ont décidé d'utiliser ce qui n'était pour l'instant qu'une instance de débat entre eux comme une instance politique de manière à contester très fermement toute une série de prises de position de la France et de l'Allemagne en Europe. On peut penser qu'à la suite de l'élection présidentielle qui va se rejouer d'ici la fin du mois de septembre en Autriche, l'Autriche pourrait par ailleurs rejoindre ces pays du groupe de Visegrad. Donc en fait, on est dans une situation de crise politique extrêmement intense aujourd'hui au sein de l'Union européenne. Cette crise n'est pas encore suffisante pour provoquer, je dirais, soit le mouvement de démantèlement de l'Union européenne, soit un mouvement de reprise en main, ou en tous les cas, le fait qu'un certain nombre de pays, par exemple les pays du groupe de Visegrad, pourraient dire, ben voilà, nous décidons de nous organiser de telle et telle manière, et puis les autres pays, ou vous suivez ou vous ne suivez pas, mais de toutes les manières, nous le faisons. Bon, on n'en est pas encore là, mais on n'en est plus très loin. Et je pense qu'il y a désormais une espèce d'incertitude qui plane sur l'avenir de l'Union européenne, et qu'un certain nombre de dirigeants de pays européens disent de manière tout à fait ouverte, qu'il s'agisse d'Alexis Tsipras, il y a eu des déclarations grosso modo du même genre qui ont été tenues par Sigmar Gabriel, par le dirigeant du Parlement européen. Bon, non. On sait très bien que l'Europe est aujourd'hui à une croisée des chemins, et comme elle ne peut pas évoluer de manière simple et souple, elle ne pourra aller que vers une crise majeure. Vous parliez tout à l'heure, en cas de dissolution volontaire ou involontaire de l'Union européenne et de la zone euro, que de nouvelles solutions doivent être trouvées entre les pays européens, peut-être d'ailleurs dans un périmètre différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Quels sont, à vos yeux, les points majeurs de ces solutions alternatives qui viendraient remplacer finalement l'Union européenne? Alors, le système, disons, de l'Union européenne. Oui, tout à fait. Le premier point, il faut revenir à la notion d'Europe des nations, qui était la position que la France avait soutenue au début des années 60 et même jusqu'au début des années 70, qui me semble extrêmement important. C'est-à-dire que on ne peut pas aujourd'hui, et on l'a vu dans les faits, on ne peut pas faire fonctionner des mécanismes de type supranationaux qui ne sont pas articulés à une démocratie au niveau supranational. Et comme cette démocratie au niveau supranational n'existe pas, elle n'existera pas avant plusieurs décennies au minimum, il faut revenir à une Europe comme une organisation de coopération des nations. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'on voit bien que dans cette Europe, il va falloir à la fois, d'une certaine manière, l'équivalent d'un marché commun, mais que ce marché qui sera en commun doit soit se faire avec une égalité de situation entre les différents pays, et là immédiatement on rentre dans des problèmes extrêmement difficiles, parce qu'on voit bien que
les mêmes pays qui reconnaissent aujourd'hui que l'Europe ne fonctionne pas, ne veulent pas d'une Europe fiscale, enfin budgétaire et fiscale, ne veulent pas d'une Europe sociale, etc. Si c'est le cas, alors il faut dire que cette mise en commun de la production et des échanges au niveau d'un certain nombre de pays européens ne pourra se faire qu'avec l'équivalent de montants compensatoires monétaires qui désormais ne s'appliquerait plus seulement à l'agriculture, mais qui s'appliquerait à l'ensemble des produits manufacturés. Et cela, d'une certaine manière, remettrait les compteurs à zéro dans toute une série de domaines. Troisième chose, c'est qu'il faut, d'une certaine manière, imposer que la règle du mieux-disant, mieux-offrant s'impose en matière sociale. Autrement dit, que des gens de pays de l'Union européenne, s'il y a des accords, puissent aller travailler dans un autre pays, apparaît comme tout à fait logique et tout à fait normal. Mais de ce point de vue-là, il est extrêmement important qu'ils payent les charges qui soient, d'une certaine manière, égales aux charges du meilleur pays, ou du pays qui en demande le plus, en ce sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que concrètement, si un travailleur polonais, un travailleur roumain veut venir travailler en France, parce que il considère effectivement que le salaire qu'il pourrait avoir en France est plus important que le salaire qu'il peut avoir dans son pays d'origine. Et si son entreprise ne trouve pas suffisamment de marché dans son pays d'origine et décide de chercher des marchés dans les autres pays. D'accord? Il le fait, mais il paye à ce moment-là le niveau de charge sociale du travailleur français. Et ça c'est un point extrêmement important. Ou le niveau de charge sociale du travailleur allemand. Il faut, à ce moment-là, avoir comme idée je dirais, une convergence vers le haut, et une convergence vers le haut qui se fasse assez rapidement, bien sûr pas dans l'année, hein, si vous voulez, tout le monde sait que ça ne serait pas possible, mais qui se fasse à l'horizon de 5 ans ou de 7 ans, parce que aujourd'hui, le système des travailleurs détachés, et c'est pas la faute des travailleurs détachés eux-mêmes, c'est évidemment la faute des entreprises qui elles-mêmes utilisent un système qui est un système profondément injuste dans l'Union européenne. Ces travailleurs détachés font une concurrence absolument déloyale aux travailleurs français ou aux travailleurs allemands, etc. Donc là, il y a un problème majeur qui doit être posé. Dans le cadre de ce nouveau système d'échanges commerciaux à l'intérieur de l'Europe, entre pays européens, que deviendraient les excédents commerciaux allemands? Parce que, au fond, on peut considérer que c'est une des questions principales. C'est un verrou qui ne peut pas rester fermé comme cela. Tout à fait. Et il faut rappeler ici que une des idées importantes que Keynes avait cherché à faire passer au niveau des accords de Bretton Woods, je dirais dans les négociations préalables aux accords de Bretton Woods, c'était l'idée qu'il fallait pénaliser tout aussi bien des déficits structurels que des excédents structurels. Alors, si on reprend cette question, évidemment, on va se heurter à la question de l'euro. Et de ce point de vue-là, vous m'avez posé la question sur l'Union européenne, et je pense que, en réalité, il aurait été peut-être plus logique de commencer par poser la question de l'euro et de poser après la question de l'Union européenne, parce qu'on voit bien ici qu'il y a en réalité un problème important, au sens où il y a une dynamique spécifique qui a été créée par l'Union économique et monétaire, c'est-à-dire la zone euro, et que vient s'agréger à cette dynamique la dynamique qui découle en fait des directives européennes, mais en sachant qu'il y a un certain nombre de pays de l'Union européenne qui ne font pas partie de la zone euro. Alors, concrètement, les excédents, ou une grande partie des excédents commerciaux aujourd'hui de l'Allemagne, tiennent au fait
que le Deutsche Mark, en termes de taux de change réel, est aujourd'hui massivement sous-évalué du fait de son accrochage à l'euro. Si l'euro n'existait pas, non seulement un certain nombre de pays ne seraient pas à la parité de l'euro, ils auraient déprécié leur monnaie de 5, 10, 15%, ça dépend des pays, mais surtout ce que l'on oublie, c'est que l'Allemagne aurait vu une appréciation extrêmement importante de sa devise. On peut penser que le véritable taux de change du Deutsche Mark, c'est pas 1,12 $, 1,15 $, qui correspond grosso modo au taux de change actuel de l'euro, mais c'est plutôt 1,35 $, voire 1,50 $. Bon. Et donc, c'est ce qu'il faut faire. Ça va d'une certaine manière donner massivement du pouvoir d'achat, environ 20 à 30% de plus à l'ensemble des Allemands, mais ça va les confronter à une hausse brutale des coûts, ce qui va les amener à la fois à moins exporter vers les pays, que ce soit les pays de l'Europe ou les pays du reste du monde, et à plus importer des produits du reste du monde et du reste de l'Europe. On sait par exemple, et ce calcul a été fait par les économistes du Fonds monétaire international, qu'aujourd'hui, le franc virtuel, si vous voulez, si on le calcule, là encore toujours en évolution de taux de change réel, c'est-à-dire en incluant à la fois le problème de l'inflation, il faudrait aussi inclure l'impact des gains relatifs de productivité entre la France et les autres pays. Bref, si on inclut cela, eh bien le franc est surévalué de 5 à 7%, alors que le Deutsche Mark virtuel est aujourd'hui sous-évalué de 15 à 20%. Autrement dit, vous voyez qu'on est en présence d'un écart de taux de change de l'ordre de 20 à 25% entre les deux pays. Et c'est très bien de taux de change pendant très longtemps. Ça peut exister pendant 6 mois, 1 an. Bien, on sait que ce sont des choses qui arrivent, mais on ne peut pas le tenir de manière structurelle. Ce qui fait qu'il y a aujourd'hui un nombre croissant d'économistes. Le dernier en date, c'est Joseph Stiglitz, ancien prix Nobel d'économie, mais il faut le rappeler aussi, ancien économiste en chef de la Banque mondiale, ancien membre de l'équipe des conseillers économiques du président Clinton, qui dit qu'aujourd'hui, l'euro est un désastre pour l'Europe, point qui est largement partagé maintenant par plus d'une centaine d'économistes au niveau international. Mais ce qu'il dit de nouveau depuis quelques semaines, c'est que pour lui, le coût des mesures qui ont été prises pour tenter de sauver l'euro apparaît beaucoup plus élevé que le coût du démantèlement de la zone. Et donc, c'est ça le problème. En conclusion, je dirais qu'on ne peut pas faire fonctionner une zone monétaire commune avec de tels déséquilibres de balance commerciale en son sein. Ou alors, il faut qu'il y ait un mécanisme de péréquation fiscale entre les pays, et grosso modo, que l'on prenne 10% du PIB de l'Allemagne pour les distribuer en Italie, en Espagne, en Grèce, au Portugal, en France, etc. Et on sait très bien que ce choc-là, ce choc fiscal-là, l'Allemagne n'est pas prête, politiquement et économiquement, à le supporter. Donc, il faut qu'elle subisse un choc de change qui sera moins violent et qui aboutirait, à travers la dissolution de la zone euro, à rétablir des parités de taux de change qui seraient plus adaptées aux réalités économiques. Merci Jacques Sapir. Voulez-vous ajouter un dernier commentaire? Si vous voulez, je pense que l'Union européenne et avant elle le marché commun, ça fait partie de ces idées qui apparaissent extrêmement séduisantes sur le papier et dont on voit que la mise en pratique se heurte à des problèmes qui
très rapidement, deviennent d'une telle ampleur qu'ils enlèvent tout intérêt à cette idée. Je veux dire par là que l'idée qui circulait dans les années 50 et après dans les années 60 de dire voilà, il faudrait que les grands pays de l'Union européenne collaborent économiquement. Oui, bien sûr, c'est une idée excellente. Et d'ailleurs, certaines de ces collaborations ont commencé avant le marché commun, certaines se sont poursuivies sans que le pays en question avec lequel on collaborait, par exemple la Grande-Bretagne, fasse partie du marché commun. Bon. Donc, il y a cette idée de coopération et de collaboration économique entre les pays qui n'est pas liée, en fait, aux institutions économiques européennes. Mais la volonté de mettre toutes les économies, je dirais, dans un cadre qui, comme disent les Anglais, one fits for all, c'est-à-dire qui correspondent à un modèle unique qui s'appliquerait à tous. Alors qu'on sait très bien que l'histoire du développement économique entraîne des différences extrêmement importantes entre les structures économiques de ces pays. Ça ne marche pas et il faut aujourd'hui en tirer les conséquences. Merci Jacques Sapir. Merci.